quelques petits marquages. Globalement, ça vient de chez AliExpress. Ça, vous pouvez le trouver sur Specwarfare Shop, je crois. Donc, tous les gens qui vous disent c'est un corps de collection à 1000 balles, les écoutez pas. Et ça vient de chez Zero Domain. Si vous connaissez pas Zero Domain, ben c'est très dommage pour vous. Le seul truc que j'ai payé cher là, c'est ça en fait. Voilà, il y a le marquage aussi. Ça vient de chez Oops Store. La crosse est difficile à trouver, mais c'est pas excessivement cher. Donc cette Magpul, il y a quoi dedans? Pour les plus observateurs d'entre vous, vous verrez qu'il y a un petit pro ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Perun a encore frappé, que Perun a encore montré à tout le monde que c'était eux les meilleurs. Bon, c'était déjà le cas avant, hein, si vous voulez mon avis. Et même si vous voulez pas, je vous le donne. Voilà ce que j'ai fait. Donc cette Magpul, c'est une base GEP. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette réplique. J'ai toujours adoré la forme de ce corps. C'est vraiment, pour moi, ce qui s'est fait de plus joli, je trouve, en corps de M4, en M4. Et il y a très longtemps, il y a une marque qui s'appelle PTS, que vous devez probablement connaître pour ses chargeurs, et quelques-unes de ses pièces, dont par exemple le ressort MEC que j'utilise assez souvent. Cette marque PTS a eu la licence Magpul et a fait des répliques, notamment le PDRC qui était fait par Ares, Pyridée. Mais ils ont aussi fait des M4. Ils ont fait des M4 et avec des corps sous licence, avec des superbes marquages, comme on peut les voir ici. Très très beau. Et puis PTS a perdu la licence Magpul. Voilà, comme énormément de marques. Ça arrive assez souvent dans l'airsoft, malheureusement. On a par exemple KWA avec la licence Chris. Bref, des mecs qui perdent des licences, il y en a plein. Cybergun qui a perdu la licence SIG, etc. etc. Donc, le problème, c'est que PTS, ils ont perdu très vite la licence, et ils se sont retrouvés très très vite à poil de répliques, et c'est des répliques qui sont devenues extrêmement rares. Trouver un PDRC maintenant, c'est assez compliqué. Trouver une M4 Magpul maintenant, c'est aussi très compliqué. Et on peut voir parfois quelques répliques qui arrivent sur le marché de l'occasion et qui sont vendues à des prix exorbitants. Dans exorbitant, il y a bit, comme vous pouvez le voir, l'entendre plutôt. Et on voit, moi la dernière fois que je vais en parler 12 fois dans cette vidéo, la dernière fois que j'ai vu ça sur le market, j'ai vu passer la réplique, elle était à 1000 balles, 1200, 1300, je sais plus, en mode c'est une réplique collector. Non. Personnellement la mienne, je l'ai achetée 250 € d'occasion. Ça en vaut pas plus, honnêtement. La réplique GEP, alors GEP ils font des très beaux externes, mais en interne c'est tout à fait classique. Le mec qui m'a vendu ça, c'était un Alsacien je crois, un truc comme ça, il était super gentil d'ailleurs. Ça a été j'en ai fait, c'est pas la première fois que je modifie cette réplique, hein. Elle en a vu passer des builds à l'intérieur, etc. Je l'avais prise pour faire Battle Squad 4, hein, mais pas dans cette config, et bien évidemment je n'avais rien testé avant, donc j'avais des problèmes de feed. N'empêche que c'est une réplique qui est magnifique, et je vais vous montrer un truc. Je vais flex un petit peu. En fait j'ai un deuxième corps. C'est pas les mêmes marquages. Ce qui est très étrange. C'est pas du tout les mêmes marquages d'ailleurs. Mais il y a quand même la licence Magpul. Voilà. Faut savoir que ces corps là, ils se trouvent à 150 € à peu près, 125, 150. Sur un site qui s'appelle Specwarfare Shop. C'est un truc à Hong Kong ou à Taïwan, je sais pas. Mais bon bref, vous pouvez commander là-bas si vous voulez. C'est pas excessif, c'est sympa, c'est cool, ça arrive au bout d'un moment. Donc bref, qu'est-ce qu'il y a dans cette réplique, hein? Du coup, il y a lui, il y a le Perun Pro. Qu'est-ce que c'est le Perun Pro? C'est un putain de banger incroyable. C'est un Perun où on peut configurer plein de choses. Où on peut configurer le pré-cocking en millisecondes. Ça, c'est vraiment très très cool. Et où il y a un sélecteur réglable. Alors, c'est pas réglable au point du Titan où on peut faire absolument n'importe quoi et choisir les positions qu'on veut. Là, il y a quand même un sticker à poser, il faut quand même s'appliquer pour mettre ce sticker. Mais une fois que vous avez mis votre sticker, si vous n'avez pas de sécurité, un semi qui se balade un petit peu vers le full, ce genre de choses, vous pouvez corriger, entre guillemets. Vous pouvez corriger vos petites déviations, etc.
Chose que je n'ai bien entendu pas montrer dans la vidéo, parce que moi j'avais bien collé mon sticker, mais sachez que c'est possible. Alors qu'est-ce que... ce Perun V2 Hybrid Pro, où est-ce qu'on peut l'avoir? Bah on peut pas l'avoir, voilà. Est-ce que ça va sortir un jour pour le grand public? Je l'espère. Est-ce qu'on peut déjà l'avoir et en fait je suis pas au courant? Je l'espère aussi. N'empêche que moi je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai réussi à mettre mes mains dessus, mes pattes dessus. Donc, en interne, là-dedans, vous allez voir, j'ai vraiment fait un Gucci Gun. J'ai pris des trucs qui restaient. Globalement, c'est un des builds qui m'a coûté le moins cher parce que j'avais quasiment déjà tout, en fait. J'ai essayé de faire un truc extrêmement solide. Mon but, ça a été de faire un truc fiable et solide, et de jouer sur le pré-cooking, en fait, pour avoir un truc qui tourne super bien, mais qui est fiable et solide. Dedans, c'est du 18-1, short stroke, une dent, c'est pas beaucoup. J'ai pris un Solink 46K, le V5, je l'ai baissé à 40K je crois, tout simplement parce que j'étais à la limite de ce que je pouvais feed avec les chargeurs que j'utilise. Oui, j'aurais pu faire un effort et acheter des chargeurs, mais j'en ai ras le cul d'acheter des chargeurs, j'ai une caisse remplie de chargeurs, et je sais pas quoi en foutre. Donc, avec les chargeurs que j'utilise, ça feed, ça feedait à la limite, donc par acquis de conscience, pour être tranquille, j'ai pris du 40K parce que j'ai mis 40K parce que de toute façon, je peux le régler, voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? J'ai mis un Comp M5, c'est un T1 mais qui marche avec une pile AAA. C'est rigolo, hein. J'ai acheté ce rail parce que du coup j'ai ce mount que j'adore mais qui est pas super haut. Quand on met une grille, surtout avec cette crosse qui est un peu bulky, quand on met une grille, bah, c'est chiant, donc j'ai pris une Reos sur laquelle tu peux mettre un petit pec si tu as envie. Voilà, j'ai accessorisé comme ça. Je me suis fait cette petite étiquette. Je sais pas si on voit, avec le drapeau anglais. Pourquoi le drapeau anglais? En fait, j'ai une OP sur 3 jours cet été qui s'appelle le Chant de Pavot 3. Et je fais partie d'une équipe qui est plutôt anglaise. Donc j'ai choisi de mettre, j'en dis pas plus, j'ai choisi de mettre un petit sticker, genre sticker d'identification, etc., où on marque son nom. Vous allez me voir le coller sans mettre mon nom plus tard dans la vidéo, parce que je suis un abruti. Je m'en suis imprimé plein du coup, hein, voilà. Ça n'a rien de réaliste. C'est vraiment, je me le suis imaginé, je me suis dit, comment serait un sticker d'identification? Bon ben voilà, boum, j'ai fait ça. La culasse, je l'ai brûlée au chalumeau pour avoir cette espèce de rendu un peu bronzé, brûlé, crado, mes couilles, j'en sais rien. C'est pas mal, pareil, la poignée, j'ai foutu de la crasse dessus, globalement c'est de la peinture de l'eau, et j'ai foutu mes pattes par-dessus. Le pec, j'ai juste piqué sur mon OG, un gros laser vert que vous ne pourrez pas voir. Ouh là là, mais c'est interdit. Ben oui, en fait, en jeu, je l'éteins, parce que oui, c'est un classe 12000, je suppose, donc voilà. Et ici, le pad pour la lampe. Bon, voilà, rien de... Alors d'habitude, je mets un Rotex ici. Bah en fait, vous verrez les photos sur la miniature probablement. Il y a un Rotex au bout. Évidemment, vu que je me suis absolument pas préparé, tout à l'heure, je me suis mis un cache-flamme en me disant « Ouais, ça va peut-être être joli » et j'ai pas remis le Rotex. Donc je vous présente la réplique sans le Rotex, alors que théoriquement, je dois la présenter avec le Rotex. Voilà. La crosse. La crosse, elle est très bien parce qu'elle permet de mettre des batteries un peu plus grosses. C'est pas un tube M4 classique, c'est proprio, voilà. C'est une UBR de chez Magpul, ça a été un enfer à trouver. Ce n'est pas très cher, mais c'est dur à trouver. Je me rappelle d'une époque, à l'époque où ce genre de réplique était vendu en mode on a la licence, tout ça, et où c'était la mode. Je me rappelle d'une époque où ça valait 15 balles sur Taiwan Gun, et ça se trouvait super facilement. Moi j'ai vraiment galéré à la trouver, je sais même plus comment je l'ai trouvé, où je l'ai trouvé, mais ça a été un putain d'enfer. Bref, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne ceci. Voilà, c'est du 18.1, 7.4. C'est vraiment de la 7.4, c'est du 18.1. C'est quasi instantané. Alors bien entendu, j'ai le clicker V2. J'ai laissé un peu de marge parce que je vais pas dire que c'est un DMR, mais je vais m'en servir. Voilà, l'OP Chant de Pavot, c'est du real cap. Je vais essayer d'être précis, de jouer comme quelqu'un qui joue GBBR, sauf que moi, mon tir, il va être régulier. Et du coup, je me suis laissé petite marge, et ensuite, le mur, et ça part. Voilà. Globalement, rien de plus. Là, je suis pas à fond de ce que je pourrais en termes de pré-cooking.
Je l'ai un tout petit peu baissé. J'ai envie de rester très fiable. C'est une OP qui va durer 3 jours. J'ai pas envie que ma réplique elle m'explose dans les mains. Bon, je sais très bien que je vais pas prendre que celle-là, mais j'ai pas envie que ma réplique m'explose dans les mains rapidement. Il y a toujours le débrayage. Qui met plus de temps à venir que sur le Perrone classique. Il faut appuyer plus longtemps. Mais ça marche bien. Je suis en train d'appuyer sur ma lampe. Voilà. Vous allez me voir monter cette gearbox, cette réplique. Dedans, il y a un Begady, comme d'hab. Voilà. On change pas une formule qui fonctionne. La culasseur ne vient pas toute seule, il faut l'accompagner. Globalement, je l'ai testé pendant une nocturne. Et là, tout à l'heure, je suis allé sur le terrain pour faire quelques tests de tir. C'est vraiment pas dégueulasse. Pendant la nocturne, j'étais à 1 joule 5. J'ai vite changé de réplique pour pas arracher mes potes à 10 mètres, parce que les nocturnes, on se tire dessus vraiment très très proche. Mais elle fonctionnait bien. Et tout à l'heure, quand je suis allé sur le terrain, moi je l'ai descendu à 1 joule 2, parce que sur Champ de Pavot, je jouerai à 1 joule 2. Et globalement, je touche assez facilement, il y avait un vent de travers, je touche assez facilement une fois réglé à 60 mètres, ça me va très bien. Vraiment, c'est ce que... Je vais pas prétendre toucher 70 mètres avec un joule 2, je sais même pas si c'est possible, il faudrait que je sorte le calculateur, je ne le ferai pas, parce que je calcule en mètres normaux, pas en mètres d'airsofter, comme vous pouvez l'imaginer. Donc je suis à peu près à 60 mètres précis, vraiment précis. Quand je dis précis, c'est je tire en tendu, quasi tendu. Là j'ai fait mes tests de tir sur Quantum, qui a été bien gentil de vouloir prendre des billes pour moi. En mettant le dot posé sur sa tête, je touchais, avec mon réglage, je touchais ses épaules. Donc c'est quasiment en tir tendu. Je pense pouvoir, en compensant un petit peu, toucher 70, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Vaut mieux faire 10 pas de plus et être précis à 60 mètres qu'essayer d'envoyer des cailloux à 70 mètres alors qu'on a un joule 2. C'est pas raisonnable. Voilà. En espérant que le reste de la vidéo vous plaise, ça sera une vidéo très longue. Désolé, la semaine dernière, je n'en ai pas fait parce que je me fais écarteler le cul au boulot tellement j'ai du taf. Et de toute façon, je pense que je vais arrêter de faire des vidéos toutes les semaines pour faire des vidéos toutes les semaines. C'est pas impossible que vous ayez 2 builds par semaine et plus rien pendant 2 semaines. Voilà. En espérant que la suite vous plaise. Ah oui, aussi, j'ai corrigé le problème de sélecteur trop dur. C'était un mix entre un axe de gear qui dépassait beaucoup et un corps qu'il a fallu que je lime parce qu'elle poussait la gearbox vers l'intérieur. Donc le sélecteur, il était coincé entre un gear, une gearbox, un corps, et il suait très très fort. Donc voilà, j'ai corrigé ça, tout va bien maintenant. J'aime vraiment beaucoup cette réplique, elle est lourde, mais elle est bien équilibrée, et franchement, ça marche très très bien. Très satisfait du build. Ok les gars, aujourd'hui pas de galère, aujourd'hui que du bonheur. Aujourd'hui, je vais essayer de monter un truc le plus solide possible. Mon but, c'est vraiment de faire le truc le plus... Mais vraiment, il faut que ça prenne tout dans la gueule sans broncher. Ça va être ma réplique pour Champ de Pavot 3. C'est une OP qui va se dérouler en août, qui va durer 3 jours. Et j'ai envie d'avoir un AEG qui va tenir les 3 jours sans aucun souci. Peu importe ce que je lui mets dans la gueule, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est un build vraiment... très simple, mais bon, on va mettre que des pièces de très grosse qualité dedans. Le but, ça va être vraiment d'avoir un truc solide, le moins de risques possible. Donc, pour prendre le moins de risques, j'ai pris des gears Solink, je les ai pris en 18-1. Oui, c'est beaucoup. Donc j'ai pris du 18-1, short stroke une dent. J'ai short stroke ici une seule dent. Voilà. Parce que ça va être une réplique assez longue. Je vais pas dire que c'est un DMR, mais je vais avoir 363 de canon. Vous me direz 363 de canon, c'est pas excessif. Il faut savoir un truc, c'est que plus on va monter son grammage, plus le canon va devoir être réduit en termes de taille. Tout simplement parce que plus la bille est lourde, plus il faut de l'air pour la pousser. Et un AEG, bon malheureusement, ça a un volume d'air qui est fini, entre guillemets. Et j'aurais pu prendre un truc un peu plus long, pas short stroke, hein. Enfin voilà, le but c'est d'adapter son volume d'air. Moi j'ai choisi de prendre ce cylindre, pardon, avec ce trou là, donc c'est pas un full, mais pas loin.
de short stroke une seule dent et de mettre un 363. Théoriquement, j'aurais dû mettre un 340. Il se trouve que j'avais acheté un Canon 340, c'était de la grosse daube sa mère, il est tout rouillé à l'intérieur, donc du coup, nique sa mère. Bref, aujourd'hui on a quelque chose de spécial. Bon, le clicker, je vais mettre un Perun comme d'habitude, hein, jusque là rien de spécial, vous allez me dire. Bon, ça va pas sortir, tant pis. Ah, il y a un détail particulier sur cette boîte. Il y a un détail très particulier. J'ai réussi à mettre la main sur un Perun Pro. Qu'est-ce que c'est un Perun Pro? Bah, c'est un Perun, donc déjà le meilleur MOSFET, je veux rien savoir. Et en plus, celui-là, il a un sélecteur réglable, les gars. Il a un sélecteur réglable. C'est un Perun avec un sélecteur réglable, mais vous imaginez même pas, genre ça là, ça si ça bug, eh ben en fait je m'en bats les couilles parce que j'ai un sélecteur réglable. C'est fabuleux. Et j'ai un pré-cooking en millisecondes. Alors je sais absolument pas comment ça marche. Je ne l'ai jamais monté, je n'ai jamais vu. Je sais pas du tout comment ça marche. Je sais même pas comment on paramètre. J'aurais pu me prendre le manuel, tiens, c'est fou ça, je l'ai pas fait. Je sais même pas comment on paramètre le pré-cooking. On peut paramétrer les dizaines puis les unités. Je sais absolument pas comment ça marche. Ça va être la full surprise. Donc je vais installer ça. Ça s'installe comme un Perun classique. Il n'y a rien de spécial. Hein. Faut juste faire la gymnastique des câbles comme d'habitude. Bon, ça c'est pas spécifique au Perun. C'est absolument tous les MOSFET. Hop. Ça va être du torque cette vis. Alors cette vis elle est pas livrée d'origine. Hein. C'est juste que c'est tout ce que j'ai trouvé pour accrocher le MOSFET dans mon tas de vis. Donc bah ça sera ça quoi. Hop. Ah, je suis très curieux et très pressé de voir ce que ça donne ce Perun Pro. Faut savoir que bah, si vous cherchez un Perun Pro, bonne chance. Je sais même pas si c'est en vente. Me demandez pas comment je l'ai eu, je vous le dirai pas. Alors, donc ça c'est le dernier câble. Alors le câble qui sort devant là, toujours en dernier. Le but c'est de plaquer le plus possible ceux qui sortent à l'arrière. Hop, ce qui est bien dans cette gearbox, c'est une gearbox Gate Eon. Je pense que c'est probablement fabriqué par RetroArms, je sais pas. Mais ça m'a l'air d'être... même les traces d'usinage, etc. sont très semblables. Donc c'est soit... De toute façon, des gens qui font des gearbox CNC, il n'y en a pas beaucoup. C'est soit Minecraft, soit... du coup... les autres. RetroArms, voilà, je venais de le dire. Alors quand vous faites ça, vous dégagez un peu les câbles en bas parce que là il y a la goupille qui passe. Hop. Donc ça évite que si vous réglez mal votre moteur et que vous êtes un peu un abrutix, ça évite de bouffer les câbles. Ce qui est très cool. Surtout quand c'est sur un MOSFET cher. Alors celui-là, en plus d'être cher, il est impossible à obtenir. Je ne vous dirai toujours pas comment je l'ai obtenu. Hop. La détente, c'est une détente tout à fait classique. Ouf, putain, le ressort est très puissant. Trop puissant même. Alors, vous aurez probablement un bruit parasite, type on dirait que j'ai un radiateur, mais en fait c'est pas un radiateur, c'est un ventilateur. Putain, j'arrive pas à enlever ce ressort. J'ai un ventilateur. Désolé pour le bruit parasite, vous allez devoir faire avec, parce que moi je peux pas faire sans. Il fait trop chaud là. Alors, globalement, il va falloir que je me dépêche. Parce que j'ai très exactement 2 heures devant moi et cette réplique j'ai envie de la jouer à la nocturne qui est dans 3 heures. Donc il va vraiment falloir que je me grouille le cul. Hop, voilà, pas besoin d'avoir un ressort de fou vu qu'on a un clicker. Alors il me semble... Ouais... Il me semble que les nouveaux clickers, les V2, ils ont une vis réglable. Cette vis, elle va pouvoir aller appuyer sur la détente. Voilà, vous pouvez régler la course de votre détente sur votre clicker, c'est tout à fait fabuleux. Hein.
Parce qu'avant j'achetais des détentes réglables de chez Max, n'importe quoi, de chez Gate. Parce que celles de chez Max sont hideuses. Je sais qu'il y en a qui en installent, c'est très grave, mais bon, c'est comme ça. Chez Gate, ils ont des détentes sympas, très sympas, classiques. Et ça coûte quand même un bon... quoi, ça doit être, je crois que c'est 27 euros, 28 euros, 29 euros peut-être, la détente. Ce qui est plutôt cher. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut avoir une détente sans mur. Sans acheter une détente spéciale, quoi. Juste en réglant son clicker. Donc ça, c'est le clicker V2 Pro. Celui-là, vous pouvez le trouver chez Power 6, par exemple. Je suppose qu'il y a plein d'endroits où ils l'ont aussi, hein, mais... Voilà, donc là, le but, ça va être... Là, si je mets ma détente comme ça, j'ai pas de jeu. Normalement, j'ai pas de jeu. De toute façon, je me demande... Non, c'est dommage, on peut pas le régler par l'avant de la gearbox. Ça aurait été incroyable. Regardez, on va tester de suite. Hein, pour pouvoir se régler la course de détente tranquillement. Donc là, j'ai un petit peu de jeu. Ah, c'est très dommage qu'on puisse pas le régler. Quel bonheur. Donc j'ai ça de jeu, ok. Hop. Bon, si je vous en avais déjà pas assez rabâché les oreilles avec ça, et si vous n'avez pas eu assez d'arguments, les gars, vraiment achetez des Perun, hein, c'est... Les titans sont très bien, et merde. Et oui, il y a le tactiqueur qui existe pour les titans, qui fait à peu près la même chose. Sauf que le titan, c'est plus cher, c'est moins solide. Et honnêtement, d'avoir testé les deux, le tactiqueur et le clicker, le clicker est vachement plus agréable que le tactiqueur, en fait. Vraiment, vraiment, je vous jure, c'est pas un biais parce que vraiment j'adore Perun. J'adore Perun, hein, mais là c'est vraiment un fait. Je trouve que le clicker a une meilleure sensation que le tactiqueur. Alors la sensation du tactiqueur est sympa, et surtout ce qui est sympa sur le tactiqueur, c'est le poids. On peut mettre un poids vraiment énorme. Mais hormis ça... Putain, ce Bushim va me faire chier. Hormis ça, vraiment, la sensation est bien plus sympa, je trouve, sur le clicker. Voilà, donc là, j'ai absolument plus aucun jeu. Et directement le mur. Peut-être laisser un tout petit jeu, en vrai. J'ai tendance à pas laisser du jeu, mais je me demande si ça va être un fusil plutôt de précision, on va dire. Je vais pas dire DMR, hein, parce que c'est pas un DMR du tout. Mais on va essayer d'être plutôt précision, et c'est sympa d'avoir cette course un peu vide là, et puis d'ensuite... Hop. Ouais, on va faire ça. Alors, donc, le truc, l'AEG le plus robuste possible. Je vais utiliser des Gear Solink, bien entendu. La gearbox, c'est une Gate. Bushing oblige. Même si dernièrement, j'avoue, j'ai mis mes mains sur des bearings. Clicker, Perun, le Perun V2 Pro, qui est normalement extrêmement solide. J'ai mis une tête Guardian de chez Begady. Alors il a fallu que je la lime un petit peu parce qu'elle rentre pas super bien dans la gate. Bon, c'est pas terrible. Mais j'ai ce super nozzle tight fit qui va très bien avec. Qui, oui, il est tight, hein, vraiment, il est très très tight. C'est très cool, ça bouge pas du tout. Alors, je pense pas que ça soit au niveau des pièces EPES qui sont super ajustées, mais ça coûte un quart du prix de chez EPES. Donc bon, on va pas se priver. J'avais une tête de piston. J'ai déjà perdu ma tête de piston, elle est là. Pareil, je garde des ensembles Slong. J'aime beaucoup les ensembles Slong, hormis les cylindres. Hop. J'adore vraiment tout ce que fait Slong aussi. Enfin, j'aime bien, quoi. Alors, je suis pas forcément de viser un truc silencieux ou pas. Ça va me casser les pieds. Je sais pas nécessairement de viser un truc silencieux. Vas-y. Voilà.
Mais je vais peut-être mettre un pad Begadi, je sais pas encore. Je les ai mis sur le côté là. Faut que je vois par rapport à... Eh ben... Serais-tu mal moulé? Il y a une trace de moulage à l'intérieur. Juste les bavurés. Eh ben bordel. Oh, il bougera pas celui-là. Bon, l'étanchéité est incroyable. Je suppose que là, ça va être la même chose. Ouais, l'étanchéité est vraiment très très bonne. Alors, voyons voir. Si je mets pas le gear, je vais pas pouvoir faire la OE. En fait, je suis un peu débile. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est la OE, j'ai une vidéo là-dessus. Démerdez-vous pour la trouver. Hop. Alors, la OE. J'aurais pas dû mettre la tapette plate. Ce sera mieux sans. Alors, donc là où on a dit. Ben, ça m'a l'air pas mal d'origine. C'est même très bien d'origine. Ça se marie extrêmement bien. Et ben dis donc. Voilà, donc ce que je disais, c'est que parfois, il n'y a pas toujours besoin de corriger la OE. Ben là, incroyable. Très très bien. La OE est bonne. Ça, c'est très cool. Donc j'ai vraiment pas grand chose à faire. Là, il suffit juste que je visse ma tête comme ça. Putain, ça c'est cool, hein, ça va vite. C'est chouette. Un petit peu de frein filet, toujours sur la vis. On va faire l'inverse. Parce que sinon c'est relou. Alors j'espère que tout va se passer sans accroc comme ça. Ça serait bien une première. J'espère aussi que je vais avoir la bonne puissance dès le début. La bonne énergie, pardon. Parce que j'ai pas de QD sur... alors j'ai un QD sur la gearbox mais pas sur le corps. Donc j'ai pas trop envie de tester 1000 fois. Je vais mettre un SP110 dedans. J'ai un short stroke une dent. Je sais pas, je vais peut-être mettre une cale en plus, j'en sais rien. J'ai pas envie de... J'aimerais bien être à 1 joule 5 à peu près. Hop. On se visse ça là-dedans. On va mettre du Superlube. On va se tartiner le fiac, comme on dit. Putain, j'en ai vu. Ça fait à chaque vidéo je dis ça, il faut que j'en rachète. Il faut que j'en rachète. Aïe, je suis en train de me défoncer le doigt parce que les petites fenêtres là me coupent. J'ai pas pris de sopalin. C'est bon, on a là. Toujours avoir du sopalin à portée de main, les gars. Je vous préciserai pas pourquoi. Ok, c'est mieux. Ouais, c'est nickel. On va laisser ce joint là. Hein. Il est très bien, il est très chouette, on l'aime beaucoup. Hop. Alors il faut pas en mettre excessivement. Parce qu'on n'a pas envie que ça aille dans le bloc au pup. J'ai déjà expliqué plein de fois. Donc faut en mettre un petit peu, mais c'est pas la peine non plus d'en mettre 20 tonnes. Hop là. Si on peut enlever le poil, c'est parfait. Ok, très bien. Je vais couper la tapette plate aussi, vous inquiétez pas. Je fais ça à chaque fois. Ça va bien se mettre au bon endroit. Droit, droit, droit. Ok, le pré-cooking, idéalement, il faut qu'il soit là. Donc là, il faut que je coupe en dessous. Alors le pré-cooking est vraiment réglable au poil de cul. Donc ça va être vraiment... je vais vraiment pouvoir faire exactement ce que je veux. En plus, le truc qui est super cool sur cette gearbox, c'est qu'il y a un trou ici pour voir là où l'engagement de
Bon allez, j'ai commencé. J'ai fini. Voir l'engagement de vos gears et tout, c'est vraiment cool ça. De pouvoir voir ce qui se passe un petit peu à travers la gearbox. Hop. Allez, ça sera très bien. Vraiment, je fais rien de fancy. Hein. Faut que ça soit simple et efficace. Je vais quand même graisser les gears. Parce que là, il y a 0 gras du tout. Je connais un certain shop qui monte ses AEG avec absolument aucun gras. C'est un shop où il y a beaucoup de fans de Tokyo Marui dedans. Je tairai le nom. Ceux qui savent, savent. Alors pas besoin de mettre vraiment 20 tonnes de graisse non plus parce que vous n'avez pas envie que ça se mette sur les capteurs du MOSFET. Mais normalement la Superlube elle est très visqueuse, donc enfin visqueuse, ouais. Est-ce que c'est vraiment le mot? Oui, c'est le mot. Elle est très visqueuse, donc normalement même si ça tourne vite, ça va pas se barrer dans tous les sens. C'est l'avantage. Il faut absolument que j'en rachète. Parce que c'est passionnant de me voir graisser un gear. Je demande sérieusement. On va prendre le petit shim qui est ici. Si vous mettez du gras sur vos shims aussi, l'avantage c'est que il reste collé à l'engrenage et ça c'est cool. Pour l'installation c'est plus sympa. Hop. Très bien. Et il ne reste plus que lui. Alors j'ai déjà calé le moteur. En fait j'ai déjà tout calé hors caméra pour aller plus vite. Je ferai une vidéo sur le calage. Ça fait depuis ma toute première vidéo que je vous promets une vidéo sur le calage. Elle est toujours pas là. Je vous jure elle arrive un jour. Je pense que je vais la faire sur le MP5 ICS Gearbox Split. Ça sera plus sympa. Ça sera plus visuel. Hop. Ok, donc là, normalement, il y a tout. Je mets pas d'anti-retour parce que dedans, c'est un moteur V5. Si vous connaissez toujours pas le moteur V5, c'est un brushless. Je vais le montrer. Promis, je le montre. Je vais le montrer, ça sera mieux. Le V5, vous pouvez régler ces moteurs 1K par 1K. Donc 1000 tours minute par 1000 tours minute. C'est vraiment super chouette. C'est très cher, mais achetez-en. Donc tout ça c'est bon. Ça c'est bon. Lui, il a déjà un peu de gras. On va en mettre plus sur les rails, tiens. Hop. Pareil ici. J'ai collé le rack dedans. J'ai mis le frein filet, c'est bon. Voilà. On en met un tout petit peu sur le rack. Hop. Hop. Si ça marche du premier coup. Ça marche du premier coup, c'est incroyable. Hein. Un ressort. Il faut pas oublier le ressort de... Le ressort de tappet plate. Alors, je crois que je les avais déjà tous mis là. Alors là dedans, il doit y avoir un ressort PTS. On va prendre un ressort qui revient bien. Hop. Alors lui il est pas super vigoureux. Lui il est plus énervé déjà. Et lui aussi. Ces deux là c'est les mêmes. Je pense que les deux c'est des PTS. Je vais prendre celui-là. Hop. Voilà. C'est pas... Ouais. Bon. Écoutez, on va dire que ça passe. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, on vérifie, le ressort il est bon. Le piston il est bon. J'ai mis de la graisse, tout ça c'est bon. Ça part. Là il y a le bushing un peu fébrile qui tient. J'ai rien oublié normalement. Est-ce que j'ai des vis à portée de main?
C'est quoi comme trou de vis ça? Ok, c'est du Allen. Bon, je mettrai ça après. Tout est bon. C'est parti. Ok, on est bien. Alors, je vais sortir les vis. Vraiment, j'espère que ça va marcher du premier coup. Si ça marche du premier coup, c'est vraiment banger. Ça serait pas la première fois, mais disons que ces fois-là se comptent vraiment sur les doigts d'une main, quoi. J'ai le doigt tout gras à cause du Superlube. Du coup, je n'arrive pas à sortir l'embout. Vous voyez comme le Superlube est efficace. Est-ce que ça va être celui-là? C'est celui-là. Même les embouts, je les trouve du premier coup. J'espère que la tapette plate coulisse bien. Ok, c'est nickel. Vérifiez ça, toujours. Voir si la tapette plate coulisse bien. Parce que parfois vous avez une tapette plate qui n'est pas compatible. Parfois vous avez une coque de gearbox qui est un peu serrée. Parfois vous avez un gear trop. Ça peut arriver que vous faites le shimming de votre sector et il est vachement trop haut. Et du coup il frotte contre la tapette plate. Ça vraiment c'est un truc que vous voulez pas. Hop là. Ça, du coup, je la mets en mode vraiment bas les couilles. Parce que normalement je peux calibrer. Je n'ai toujours pas regardé le manuel, donc je ne sais vraiment pas si je peux la calibrer honnêtement. Alors, du coup, vu que c'est un corps sans QD, je suis obligé de mettre ça de suite. Il est là. Alors, c'est un SP120... Non, c'est un SP110 de chez Gardner. Qui normalement sort 1 Joule 4 sur une gearbox qui n'a pas de roulement sur la tête de piston. Moi j'ai un roulement sur la tête de piston, mais j'ai une dent en moins, donc théoriquement je vais sortir un Joule 4 aussi, à peu près, ça va être équivalent. Est-ce que je rajoute une petite cale Begady pour taper les 1 Joule 5? En vrai... Je vais essayer d'aller taper le 1 Joule 5. Parce que j'ai pas une cale un peu plus balèze. Si je fais ça... En même temps, je vais avoir un truc bien étanche. Est-ce que j'abuse? C'est très chouette ces petites cales Begady là. J'ai pas envie de remonter 12 fois. Allez, je vais faire comme ça. Je vais mettre ça comme ça. On va espérer ne pas sortir un Joule 9. Sinon ça va faire tout bizarre. Qu'est-ce que j'ai pris? Hop. C'est pas super bien ajusté. Hein. Vous voyez, ça bouge un peu tant qu'il n'y a pas la vis. Un peu, faites attention du coup si vous faites vos tests de tir. Par exemple là si je fais un test de tir hors gearbox avec juste la poignée, je défonce ma gearbox. Parce que là vous voyez le ressort en dessous, il est vraiment tordu quoi. S'il n'y a pas la vis, ça aime pas trop. Je suis pas fan de ce guide ressort. Pourtant c'est celui d'origine, hein. C'est vraiment... c'est le guide Gate qui est fourni avec la gearbox. Je suis pas... Ouais, je le trouve pas dingo quoi. Comme le pote de Mickey. Donc là j'ai un petit jeu. Et tac. C'est vraiment très agréable. Donc, allez, on va arrêter de phaser devant la supériorité du Perun. Le corps. Alors, oui, c'est un corps Magpul. Un incroyable corps Magpul. J'ai vu des mecs vendre des répliques Magpul, donc il n'y a qu'une seule marque qui a fait ces répliques, c'est GEP. GEP l'a fait pour eux-mêmes et pour PTS. Donc moi j'ai une PTS, et je crois que j'ai un autre corps GEP qui traîne. Parce qu'en fait j'en ai acheté deux.
il y a des gens qui vous vendent... J'ai vu passer une annonce d'une réplique comme ça à 1000 balles, en mode c'est... ou 1500, en mode c'est ultra collector. C'est plus fabriqué, et du coup, c'est ultra cher, et c'est vraiment un objet de collection d'avoir une M4 MacPool. Vous faites pas avoir par ces gens-là, c'est totalement faux. La réplique n'est plus fabriquée, effectivement, tout simplement parce que PTS n'a plus la licence MacPool. Cette réplique est effectivement plus fabriquée, mais ça veut pas dire qu'on peut pas trouver ça. En fait, les corps, moi j'en ai acheté un en spare, j'en ai deux. J'en ai acheté un, il m'a coûté 150 $. Donc ne vous faites pas enculer. Ne vous faites pas enculer par des mecs qui vous disent que c'est une réplique de collection, qu'elle vaut 1000 €, etc. De un, la mienne perso, je l'ai acheté d'occasion 250 €, ce qui est le prix normal. Et en plus, vous pouvez acheter le corps seul pour 150 balles. Ça, si jamais vous le cherchez, je crois que c'est Specwarfare Shop qui le vend. Je crois que c'est ça. Bref, ne vous faites pas avoir par des vendeurs qui essaient de vous faire croire que c'est un objet de collection. C'est un objet original, oui. Je ferai une vidéo sur l'originalité. C'est un objet tout à fait original, oui, mais absolument pas de collection. Ne mettez vraiment pas 1000 balles là-dedans, quoi. Ne vous faites pas avoir, hein, vraiment. Vraiment, ne vous faites pas avoir. De toute façon, je suis désolé pour ceux qui aiment bien vendre des répliques, tout ça, mais l'occasion en airsoft, c'est... Si vous connaissez pas le vendeur, n'achetez pas. Je pense que... Je me tire peut-être une balle dans le pied en disant ça, mais... J'ai un peu du mal avec les vendeurs airsoft, quoi. Il y a beaucoup d'arnaques. Beaucoup trop. En plus, l'airsoft, faut savoir que c'est quand même quelque chose qui dévalue énormément. Vous achetez une réplique 200 balles, vous faites 3 parties avec, elle en vaut 120, quoi. C'est... Problème de fiabilité. C'est un peu comme une bagnole, en fait. Une bagnole, c'est pareil, dès qu'elle commence à rouler, de suite, on s'expose à des problèmes de fiabilité, donc la valeur tombe. Putain, cette goupille aussi, elle va tomber, je pense. C'est un peu le souci de l'airsoft. Personnellement, quand je vends des répliques, je brade de zinzin, quoi. Ok. Je vais mettre ça. J'ai absolument pas testé le sélecteur sur le Perun, c'est pas grave. Théoriquement, il est réglable, on est safe. Alors. C'est super pratique de bricoler par terre, les gars. Ne faites pas. Hop. Putain, alors il y a un jour entre la poignée et le... C'est un peu disgracieux, hein. C'est extrêmement disgracieux, même. Putain, fait chier. Est-ce que j'ai une autre poignée qui traîne quelque part? Je vais voir ça. C'est vrai que j'avais pas prévu... J'avais pas prévu d'avoir un truc aussi moche. Oh là là. Il y a quoi là-dedans? Un MP5. Ah. Et là-dedans... Est-ce que j'ai une poignée? Je n'ai pas de poignée. Alors j'ai beaucoup de gearbox, mais je n'ai pas de poignée. Bon, vu que je suis un mec super ordonné, j'ai rien trouvé, voilà. Je voulais mettre ça, qui est la poignée d'origine, sauf que j'ai perdu ça. Impossible de foutre la main dessus, ça fait genre longtemps que je cherche. J'en ai eu un peu ras le cul, surtout que j'ai dit tout à l'heure que j'étais pressé par le temps. Donc, ça sera ceci. Je sais, c'est pas de la même couleur. Je suis tout aussi déçu que vous, mais j'en achèterai une de la bonne couleur, promis. Voilà. Voilà, donc, moralité de l'histoire, soyez pas bordélique. Merde. Je vais avancer un petit peu. Ah. Bon, je me suis mis le tuto pour régler le Perun.
Je sais pas s'il va y en avoir besoin. Je vais regarder. Oula, elle m'a l'air un peu attaquée celle-là. On va prendre ça plutôt. Je vais voir s'il va y avoir besoin de calibrer le sélecteur. S'il n'y a pas besoin de calibrer le sélecteur, il va falloir que il va falloir me croire sur parole que c'est possible. Putain, mon ordi s'est mis en veille. C'est cool ça, si je dois calibrer le sélecteur. Est-ce que j'ai pas un objet à balancer sur ma souris? Ok, parfait. Donc, le sélecteur. Alors, comment on fait pour calibrer le sélecteur? Alors déjà, sur les Perun d'origine, les normaux, les V2 hybrides, il y a un mode... comment dire? Pour vérifier si on a bien collé le sticker, etc. etc. Pour ça, il suffit de mettre une batterie et de regarder les lumières. Ce qu'on va faire de suite. Alors, quand on branche un Perun, il faut toujours qu'il soit en safe. C'est comme ça que le sélecteur reconnaît qu'il est en safe. Parfois ça bug quand on teste, c'est parce qu'on l'a pas branché en safe. Allez, oh, putain. Alors, donc là normalement, j'ai une lumière jaune, lumière bleue, lumière rouge, lumière bleue, lumière blanche. Bon, il est déjà bien comme il faut le mien. C'est cool. Ok, mais normalement, si jamais un jour les V2 Pro sortent au grand public, vous pouvez le calibrer. Vous faites une manip avec des... je vais vous dire ce qu'il faut faire. Faut tenir la détente enfoncée pour que ça passe en mode calibration. Ensuite, il faut mettre en safe, tenir la détente pour qu'ils comprennent que le safe est là. Se mettre en semi, tenir jusqu'à ce que ça fasse une lumière verte. Ensuite passer de safe à semi pour voir si ça marche bien et faire la même chose en auto, etc. Et à la fin il faut se remettre en semi une dernière fois et valider, et là ça va dire que c'est bon, c'est calibré, tout marche bien, tout est beau, la vie est belle. Voilà, donc on a un calibrage quand même de... On a quand même un calibrage de sélecteur. C'est à la détente, hein, mais c'est franchement pas mal. Alors ça sera forcément moins précis que votre Titan adoré. Mais bon, le Titan adoré, moi je trouve moins bien que le Perun. Même si Titan c'est très très bien, hein, vraiment. Je sais pas, il n'y a pas le même feeling. Hop. Bon bah du coup j'ai fait un calage moteur, enfin un calage d'engrenage dans une autre poignée. Donc bah c'est la fête. Celle-là ne sera probablement pas bien calée. Hop. On fait passer les câbles du bon côté. Reste là, toi. Hop là. Ouais. C'est pas le truc le plus smooth de la terre, hein, j'ai déjà vu mieux. Je vais mettre un peu de gras, tiens. Toujours mettre un petit peu de gras. Alors pour ceux qui se demandent, oui j'ai acheté beaucoup de V5, mais celui-là c'est celui de ma 417. Hein. D'ailleurs, la 417, il va falloir que je change la coque de gearbox parce que j'ai foiré une vis. C'est très agréable. Est-ce que j'ai du sopalin? Le sopalin il est là. Putain, je déteste ce sopalin demi-feuille de merde là. Donc les conseils pour aujourd'hui. Faire attention si la poignée elle est compatible avant de la prendre. Hop. Et ne pas acheter du sopalin demi-feuille. Voilà, c'est les deux conseils de la journée. Eh bien, serré. Est-ce que j'ai ma pince bleue quelque part? Ah oui, troisième conseil, bien rangé. Voilà. Ok. Quand vous enfoncez une cosse comme ça, vous mettez la pince ici. Je zoomerai. Ici pour appuyer sans... il faut pas prendre le truc, le serrer et l'appuyer. C'est comme ça que vous défoncez les cosses en fait. Pas le pays. Hein. Hop.
J'essaie de le refaire de façon visible. Voilà. Hop. Bon, bah maintenant, maintenant, il va falloir ranger les câbles. Pareil, quand on range les câbles, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas un câble sur un pas de vis. Parce que sinon, ça va vous faire tout bizarre. Ok. Ça me paraît pas trop mal. Alors. Eux, ils ont besoin d'un machin comme ça. Fais attention quand on le met. De pas le faire tomber. Ok. Hop. Bon. Alors. Ça va être l'heure de vérité. Je vais mettre ça. Je vais mettre la vis histoire que le ressort reste bien droit. Alors ça va pas être droit parce que je vais faire ça. Hein. Hop. Il va falloir que je le tienne. Voilà, je vais le tenir comme ça. Quoique ça va, ça bougera pas. Pas trop. Donc, on se met en safe. On se branche, ça va faire bip normalement. Ouf, ok. Plutôt lent le frère. Alors, il me semble que... Oh, putain, alors là, du coup, ça va être différent de d'habitude. Mince, je ne vais pas pouvoir connaître la carte de programmation par cœur. Elle est sur mon bureau en plus. Ok, donc la carte de programmation est différente. Il faut programmer avant parce que le clicker, il faut une... Ouf, ok. Eh ben, putain, ce sélecteur, il est... Ok, firing mode, c'est bon. Burst count. Je le connais pas celui-là, tiens. Ça doit être pour le... Je sais pas. Ah, ok, il fait des bip 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 comme ça. Il est différent. Ok, donc ça c'est l'active braking. Au lieu de faire bip, il fait bip bip maintenant. Ok, alors là je vais rien comprendre. Ça on le verra plus tard, c'est le pré-cooking. Ok, en fait il y a deux stages. Tout stage trigger, non. Trigger sensitivity. Il y a 8 niveaux. Alors putain. Le clicker il faut qu'il soit à 5 d'habitude. Donc là je le mets à 5 mais... Est-ce que c'est le même 5? Ok. On va desserrer voir. Oh! Ça fait un joli bruit. Ok, bon, le pré-cooking maintenant. Alors c'est cool, on va pouvoir le régler par là. Donc... Ok, on est bien là. Là, vous voyez que c'est la dernière dent. C'est très énervé, hein. C'est vraiment très très énervé. Putain, la batterie est presque chaude. Ceci dit, il fait à peu près 600 degrés dans mon appart, donc il y a peut-être de ça. Je vais le passer au chrony de suite. Quoique non, flemme. Voilà. Ce sera la surprise. Bon, je vais monter tout le reste du coup. Attendez. Ça c'est vraiment trop bien par contre. Bon, ce Perun Pro là, je le trouve vraiment excellent. Ça vous permet de régler vraiment votre pré-cooking au poil. Alors je sais, ça a été un peu long.
Voilà. 30 millisecondes pour la config en 18.1, c'est vraiment parfait. Ça donne une réactivité de malade mental pour du 18.1. Bon, alors le pré-cooking, c'est de la triche. Hein. Bridos le dit tout le temps, il a raison en soi, c'est de la triche. Ok. Bon, les gars. Je suis extrêmement satisfait. J'ai tout pile 1 Joule 5, op-up réglé, tout ça. C'est superbe. Il y a aussi un truc qui est magnifique, c'est que avec le pré-cooking vraiment réglable à la milliseconde près, on peut arriver à faire ça avec du 18.1 et de la 7.4. C'est instantané quoi. C'est dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Bon, j'ai un moteur à 180 balles, on est d'accord, hein, y a pas de... Mais je trouve ça vraiment... c'est parfait, quoi. Je vais débrayer tout ça. Alors, c'est marrant parce que... Je viens de renverser une boîte. C'est marrant parce que le Perun Pro, c'est un putain de banger, hein, vraiment. C'est vraiment... c'est exceptionnel, je trouve ça exceptionnel. Mais j'ai l'impression qu'il est plus lent en termes de programmation que les autres, que les Perun normaux. Genre quand je programme ou quand je relâche le ressort, les temps sont allongés quoi. C'est assez rigolo, enfin rigolo, je sais pas si c'est rigolo le terme, mais c'est assez c'est remarquable quoi. Voyons comment je vais la tenir. Comme ça. Donc là si je fous la tâche sangle ici, ça va me casser les pieds. Je vais le mettre là, plutôt. Comme le chien de Mickey. Je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Allez. Entre deux M-Lock. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Hop. Alors, je suis vraiment très satisfait. Alors, on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Enfin, si ça fonctionne très bien ou pas. Putain, j'ai oublié où est-ce que j'étais. J'ai tendance à tenir ma réplique pas loin. Donc, ouais, je vais le mettre là, tiens. Hop. Allez, verrouille-toi. Ah putain. J'aime pas trop le M-Lock en vrai. Hein. Alors, je vais pas vous dire que je préfère le Keymode parce que ça serait mentir. Mais le M-Lock parfois c'est un peu relou je trouve. Hein. Hop. Il faut un front sight. Si je n'ai pas de front sight, ça va être très moche. Oh mon dieu. Putain. Hop. Je le mets le plus loin possible. Voilà. On voit pas ce que je fais, c'est abominable. Bon, du coup, cette poignée de TAN, elle est chouette, hein. Franchement, ça passe bien, mais je pense que je vais quand même, au final, partir sur une poignée noire, hein, histoire que que tout soit raccord. Et je me pose une question de merde. Je voulais mettre une Elcan dessus. Sauf que là, l'aérilift, il va être horrible. L'aérilift, c'est la distance à laquelle vous devez regarder. Je vais mettre la crosse d'abord. On va voir ça. L'aérilift, c'est la distance à laquelle vous regardez dans votre optique. Il y a certaines optiques qui ont besoin d'être très très proches. Notamment, bah, du coup, l'Elcan. Et c'est un peu relou. J'avoue, c'est un peu relou. C'est comme les ACOG. Les ACOG, c'est pareil. Moi, je déconseille très fortement les ACOG en airsoft parce que ben, en fait, on n'y voit rien dans une ACOG, c'est abominable. C'est vraiment super triste, quoi. Ça, je vais être obligé de le faire hors cam. Désolé pour vous. Vous allez admirer le parquet pour l'instant. Hop. Alors, on va essayer de faire en sorte que le câblage passe au bon endroit. Ça serait dommage de flinguer le câblage d'un si chouette MOSFET. Allez.
Alors cette crosse est assez sympa, elle est très ergonomique, elle est très confortable. Elle a un tube de crosse du coup qui est différent, qui est plus large, c'est chouette. Par contre niveau praticité, montage, démontage, ce genre de choses, c'est pas dingue. Alors il y a aussi un QD ici, sauf que quand on serre la crosse au maximum, ben, ça défait le QD, c'est un peu étrange comme take. Ok, putain c'est confortable, ouh. Je vais avoir un problème d'eye relief avec les cannes. Je vais faire un truc. Si vous avez un problème d'eye relief avec une ACOG ou une Elcan, vous pouvez toujours faire ça. Vous mettez l'optique le plus loin possible. Pour ma part, ça sera... ici. Allez, ça sera ici. Voyons voir. Ah, c'est très très bien. Donc ça sera ici. Et ça, vous pouvez donc l'avancer, le mettre, pour ma part, ici, je dirais. Comme ça, je peux l'ouvrir sans que ça tape dans le kill flash. Même si, bon, je ne vais pas m'en servir. Là, vous avez une distance de... On voit pas, parce que je ne monte pas comme il faut. Là, vous avez quand même une distance entre les deux mires qui est très largement suffisante pour viser, quoi. Hein. Oui, parce que plus vous avez une distance qui est longue, plus vous avez une visée précise, même si j'avoue que plus personne en 2025 ne vise dans des mires en airsoft, à part peut-être quelques joueurs AK. Je dis pas ça en mode c'est des arriérés, je dis ça en mode les sights d'une AK sont vraiment très chouettes. Oh là là, c'est long et chiant. Putain, j'ai pas mis mon nom dessus. Avant de faire ça. Tant pis. Je le mettrai au marqueur. Voilà. Bon. Voilà ce que ça donne. J'ai pas mis les accessoires encore. Les accessoires, vous les verrez sur le thumbnail ou la miniature, pardon, pour les francophones. Vous le verrez sur la miniature. Je pense que je vais juste y mettre une lampe, peut-être un pec pour faire joli, quoi, mais rien de plus énervé. Voilà, voilà, en espérant que ce build vous ait plu. Moi, il m'a plu parce que il est allé assez vite, mine de rien. Je fais pas de pen job dessus. Je sais pas pourquoi. J'aime bien, j'aime vraiment ce corps Magpul est vraiment magnifique. J'ai pas envie de le dénaturer, quoi. Donc, pareil, j'ai des marquages sur le rail et tout, c'est très sympa. J'ai pas du tout envie de le peindre, de faire des trucs chelous, donc je vais pas le peindre. C'est rare, mais je vais pas le peindre. Je vais mettre quelques petits accessoires dessus, on verra ce que ça donne. C'est une réplique qui est tout à fait jouable à la lunette, enfin à l'Elcan du coup, comme au dot. Il y a un dot dessus, ça tombe bien, mais je peux très bien y mettre n'importe quel dot de mon choix. Et c'est mine de rien, alors la réplique elle plombe un petit peu, mais une fois épaulée, en vrai, disons qu'il y a 2 semaines j'ai monté une AK et que c'est pas la même chose. Hein. L'AK est beaucoup plus lourde. Voilà, en espérant que ça vous ait plu.